Bonjour à tous, bienvenue dans Mode Veille, votre podcast dédié aux actualités de la tech et plus largement du numérique. Voilà, à savoir que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, notamment Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, j'en passe et des meilleurs. N'hésitez surtout pas à mettre des petits commentaires si vous passez par là, également à noter l'émission parce que c'est ce qui nous permettra de nous améliorer par la suite. Donc voilà, c'est ma deuxième émission, c'est la première avec mon invité Daniel, et qui n'est pas que mon invité, d'ailleurs on le verra tout à l'heure. Donc voilà, si vous pouviez faire ça, ce serait top. J'accueille aujourd'hui Daniel, un ami de très longue date, et je suis très content de faire ce podcast avec toi. Comment tu vas, Daniel ? Bah écoute, je vais très très bien, Tristan. Comment est-ce que je peux t'appeler d'ailleurs? Tu peux m'appeler Tristan, y a pas de souci. On s'est pas briefé là-dessus en amont, mais ravi en tout cas de faire partie de l'émission. C'est vrai que Ouais. moi j'ai vu ton tout premier épisode avec tant d'enthousiasme. C'est vrai que Ça fait c'est plaisir. difficile aussi, comme tu disais dans le premier épisode, de relayer de l'information tout seul. C'est vrai que c'est beaucoup plus dynamique à plusieurs, donc j'espère en tout cas que cet épisode va plaire à tout le monde. Complètement, ouais. Et sachant qu'en plus, c'est vraiment, ça fait hyper longtemps. En vrai, j'attendais le début de l'émission pour te le dire. Quand j'ai fait le podcast, en vrai, je pensais à t'inviter dès le début parce que on se connaît en dehors, forcément. Et puis j'aime beaucoup parler de sujets, notamment de sujets tech avec toi. Et je me disais souvent, quand on parlait, tout, je me disais, mais en fait, je trouve que ça fit bien. On fit bien en termes de nos avis sur beaucoup de sujets et tout. Et je me suis dit, il y a un truc à faire parce que moi, c'est comme je le disais, on en a parlé en off. J'aime beaucoup parler de tech de manière générale, et c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de donner mon avis sur les choses. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast, et pour moi, t'es totalement l'invité idéal quoi pour ce genre de choses. Et je suis très content. J'espère qu'on va pouvoir faire plein d'autres épisodes. Donc voilà, très très content de t'avoir parmi moi en fait, Ouais. parce que je suis tout C'est seul. réciproque, c'est réciproque, mon Tristan. Donc voilà. Comment on va faire ? Alors au niveau du format, forcément, ça va être un peu plus long que le dernier épisode, qui faisait à peine 20 minutes, comme tu l'as dit. Tu as une petite info à nous communiquer, on va dire. On va parler de 2-3 petits sujets, et puis après, on va parler du plus gros sujet, qui est donc Netflix qui rachète la Warner. Un sujet qui, je pense, est très intéressant, mais on va parler de 2-3 petits autres sujets avant ça. Donc voilà, je te laisse. Il me semble que tu as des choses à nous dire par rapport à Metroid Prime. Tout à fait, tout à fait. Donc Metroid Prime, qu'on attend depuis très très longtemps, hein, pour ceux qui connaissent la licence, qui est arrivé jeudi dernier, donc le 4 décembre. Euh, c'est un jeu forcément qui, après le jour J, a suscité pas mal de retours un peu mitigés, puisque c'était un jeu qui était très attendu. On le rappelle, 18 ans d'attente, hein, depuis le dernier qui est sorti en 2007. Donc ça fait un petit bout de temps. Entre deux, il y a eu un petit peu de soucis aussi depuis, puisque je sais pas si toi, Tristan, t'étais au courant un petit peu de comment ça s'est passé quand ça a été annoncé, mais initialement, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, il faut savoir qu'au niveau de Metroid Prime, je connais uniquement de nom la licence. Je suis pas, j'ai pas énormément joué j'ai pas du tout Mm. joué à cette licence en réalité. Donc je connais pas grand chose dessus, non. Et du coup, ça a été annoncé 10 ans après la sortie du 3. Initialement, hein, donc en 2017, on a une première annonce. C'était pas grand-chose, c'était juste le titre qui était annoncé. Et à ce moment-là, on a eu l'information que ça a été développé en collaboration avec Bandai Namco. Donc c'était une première, puisque les trois premiers étaient développés ça a été développé par Retro Studio pour les trois premiers. Et là, d'un seul coup, oui, un Bandai Namco. Donc c'est sorti un petit peu de nulle part. Pour beaucoup de fans, c'était un petit peu des questions à savoir comment ça allait se goupiller. Est-ce qu'ils allaient rester fidèles euh, à la trilogie de base? On l'aurait espéré. Et c'est en 2020-2021 que du coup le directeur de la licence Metroid Prime revenir pour donner des infos supplémentaires sur le développement du jeu, et qui dit Merde. qu'ils ont totalement abandonné, ils ont revu à zéro en fait le développement du jeu. Donc l'idée qui a été proposée par Bandai Namco n'a absolument pas plu à Nintendo. Ça a été revu donc entre 2020 et 2021. Donc le directeur de la licence Metroid Prime a dit que donc ils ont repassé la main euh, à ceux qui ont créé la trilogie de base. Donc ils ont redonné la main à Retro Studio, ceux qui maîtrisaient déjà la matière depuis le début. Mhm. Et donc ont totalement abandonné. Donc
En tout, depuis 2017, ça fait tout de même quand même assez longtemps qu'on attend le jeu. En fait, plus attendu le jeu, limite plus Oui, attendu que GTA 6, quoi. ouais, c'est exactement ça. Donc, beaucoup En plus termes de... attendu que GTA 6 depuis 2007. Et justement, on en avait parlé un petit peu hors caméra avec Tristan de ça, c'est que étant donné qu'il n'était pas totalement au courant de la licence, etc., j'avais un petit peu briefé là-dessus. Et pour ceux qui connaissent, vous savez que dans la trilogie de base, ça parle d'un antagoniste principal qui est le Metroid Prime. Le Metroid Prime qui est le Samus sombre. Et c'est vrai qu'après, à la fin du 3, en fait, ça clôture complètement cet arc-là. Donc en soi, elle se suffit à elle-même. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de suite Ouais, il initialement. n'y avait pas besoin de suite, quoi. Il n'y avait absolument pas besoin de suite. La fin, en fait, il y avait une fin. Alors il y a une chose qu'il faut que tu saches, Tristan, c'est que quand tu termines le jeu à 100%, il y a une fin secrète. Une Ok. fin secrète dans tous les Metroid Prime. Et à la fin du 3, ça teasait donc un chasseur de primes, quelqu'un qui suit Samus dans l'espace. Donc ça pouvait laisser prétendre à une suite, mais qui Ouais, avait jamais jamais été vu le jour. confirmé jusqu'en 2017. Donc, D'accord. donc voilà, Ok. globalement. Moi la chose sur laquelle je peux du coup réagir, c'est pas forcément la licence, Oui, même si j'imagine ça peut être une bonne nouvelle pour les fans. Après, à voir en fonction des retours, j'imagine si le titre est réussi ou non. Moi, la chose sur laquelle je voulais juste revenir, c'est on se rend compte que le jeu sort et c'est encore une fois, c'est pas une exclue de la Switch 2, quoi. oui, C'est encore étrange, ça. On se pose quand même des questions parce que là, à l'heure actuelle, sur la Switch 2, on a quand même que 3 exclusivités, il me semble. Et c'était un titre oui. qui aurait pu quand même peser lourd dans la balance. Donc voilà. À la fois, c'est sympa pour les possesseurs de Switch parce que j'ai vu qu'apparemment le jeu avait l'air de tourner quand même Mm, plutôt bien. Enfin, il est à peu près complètement. stable de ce que j'ai pu lire. Mais c'est vrai c'est étonnant quand même ce Oui, tout à truc-là de la fait. Switch 2 qui a pas énormément de titres, quoi. Alors, j'ai pas pu personnellement y jouer encore, mais de par pas mal de vidéos que j'ai pu consommer, l'avis est totalement divisé sur le sujet, puisque on se voit avoir un Metroid qui reste fidèle, Mm. donc au premier, donc il y a la nostalgie qui ressort, mais par contre, il n'y a pas de prise de risque au-delà de ça. Ouais. Mais après, je veux dire, c'est assez compliqué dans notre époque de plaire à tout le monde, dans le Mm. sens où si on prend trop de risques, on s'écarte trop de la source principale, et si C'est on est ça. trop fidèle, on prend pas assez de risques. Donc ça serait quoi l'entre-deux au final? Ouais. C'est assez compliqué à ce niveau-là. Puis surtout que derrière, c'est un jeu, tu l'as pas précisé, mais bon, on imagine bien, c'est un jeu qui est édité par Nintendo. Tout à Et fait. Nintendo, c'est quand même, voilà, c'est quand même un éditeur qui est quand même vachement standardisé aujourd'hui, qui fait quand même des jeux qui sont quand même très très méticuleusement étudiés. Donc Mhm. c'est vrai que ça, comme tu l'as dit, c'est toujours un peu, ça peut toujours décevoir si on attend de la nouveauté vraiment en termes de gameplay. Un autre truc que je voulais parler et dont je t'avais évoqué, mais on allait plus en parler en détail, c'est les Ouais. pratiques un petit peu sombres de Nintendo, Ouais. niveau pricing, etc. Bon, les gens, pour ceux qui connaissent Nintendo au global, vous Ouais. savez un petit peu en matière sombre de pricing ce que fait Nintendo actuellement, qui est Ouais. totalement ahurissant, hein. Parce que là, le jeu, du coup, il est sorti à combien? 69 euros, non? C'est pas un truc comme ça? Alors pour la Switch, alors ça dépend d'où on achète le jeu, hein. On est sur 60 € sur le Nintendo eStore. Ok. Sur le eShop, on va être à 60 € pour la version Switch 1. Pour la Ouais. version Switch 2, il me semble que ça doit être autour des 80 €. Ah la vache. 80 € également chez Leclerc. Et d'ailleurs, à Leclerc, on a un écart qui est complètement différent entre Mm. la version Switch 1 et la version Switch 2. Version Switch 1, on est à 40 €. Et par contre, pour la version Switch 2, on reste à 80 €. Donc on a, D'accord. ouais, Ah ouais, on a c'est quand ouais. même un écart assez Ce conséquent. C'est ce fois qui deux le est prix quand même. ce qui est étonnant pour Leclerc, parce qu'on sait que quand la Switch 2 était sortie, il faisait partie des premiers, enfin des vendeurs officiels à avoir énormément baissé les prix, à avoir proposé des Mm. prix très agressifs sur la vente de la Switch 2, justement parce que tout le monde avait un peu râlé sur le prix de la Switch 2. Donc c'est étonnant que là, pour un jeu Switch 2, c'est pareil, il soit resté à ce prix-là, quoi. Je trouve ça assez Exactement. étonnant. Donc c'est pour ça en fait, ça fait interroger dans le fait de bah est-ce qu'on n'est pas mieux au final d'acheter la version Switch 1 et puis juste Mm. de payer 9 € de plus pour avoir juste Ouais, le la kit version HD, d'upgrade. Ouais, l'upgrade. ouais. Donc tu aurais le jeu au complet sur Switch 2 à 50 € au lieu de payer 80 € C'est clair, ouais, au final. complètement. Sachant que c'est exactement la même chose au final en Oui, termes exactement. d'expérience. Juste pas la boîte Switch 2 Ok, avec le contour c'est rouge ça, ouais, c'est ça, mais classique. bon.
À part Et pour les donc, collectionneurs, je pense que ça va pas déranger grand monde, quoi. oui, tout à fait. Et donc, la précision que je voulais apporter, c'était que ce n'est pas un spoil dans le jeu, mais on a plusieurs biomes. Donc, on a un biome de jungle, on a un biome de volcan. Voilà, il y a plusieurs biomes dans le jeu qui sont réunis par un désert central qu'on traverse en moto. Alors, un désert qui est très très vide, qui a suscité pas mal de critiques chez les fans, puisque on sait que dans les Metroid Prime classiques, c'est plutôt linéaire, couloir, mais plutôt bien, les level design étaient plutôt bien amenés. Là, on est dans quelque chose qui est totalement vide, qui donne pas envie pour certaines personnes. Après, il y a des personnes, voilà, qui défendent le désert. Par contre, ce qui est très peu défendable, c'est le fait que derrière Nintendo vend des amiibo, donc des amiibo qu'on paye entre 30 à 40 euros. Ouais. Ça dépend des Pour, amiibo. pour rappeler juste les amiibo, en fait, c'est en gros, ça ressemble un petit peu aux figurines pop version Nintendo, mais qui ont Exactement. la particularité d'être interactives avec la puce NFC présente sur la Switch, qui permet en gros de débloquer soit des personnages, ce genre de choses, quoi. Exactement. Et donc dans cette phase de désert, ceux qui n'ont pas d'amiibo n'ont pas de musique. Voilà, Ok. très simplement. Donc si vous voulez de la musique sur la phase de désert, il faut Ah ouais. absolument avoir un amiibo, donc payer en plus du jeu, donc débourser 30 euros ou 40 euros de plus pour espérer avoir de la musique sur cette phase. Ce que je trouve un petit peu, Ah voilà, c'est vraiment des rats, exorbitant. quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, Voilà, c'est donc fou de faire ça, quand même. mais encore une fois, ils ont la carte blanche puisque c'est Nintendo, mais après trop de fois, c'est quand même, Bah, je pense que les joueurs devront dire stop à un moment donné, puisque, je veux dire, c'est pas parce que c'est Nintendo qu'on doit leur accorder le fait de passer. Ça aurait été PlayStation ou même Xbox, on leur aurait mis les hauts là tout de suite. Mm. Là, c'est vrai que bon, côté pratique commerciale, ça reste quand même assez discutable. C'est vrai, c'est qu'en fait, c'est toujours le problème de Nintendo. Ils ont tellement pas de concurrence sur Exactement. Ils sont vraiment tellement tout seuls sur ce marché-là que du coup, ils se permettent maintenant de tout faire. Et puis, ils ont forcément les enfants, la client base d'enfants, plus les personnes fans de Nintendo qui étaient aussi des joueurs enfants. Donc, ils sont tellement tout seuls sur ce truc-là que ça, plus Pokémon ZA qui est sorti là, qui, pareil, c'est vraiment encore très très compliqué au niveau de la licence de Pokémon. On Ah se dit oui, ça ça, on commence à pourra en faire parler. beaucoup, quoi. Ouais, ça on pourrait en parler énormément. Ouais. Moi c'est pareil. Pour le coup, c'est encore dommage parce que je suis pas joueur de la licence Pokémon, mais je Ah, vois pareil. bien. Je dirais même que c'est pour ça que je n'y joue pas. C'est même dommage parce que je pourrais découvrir Pokémon Mm. via les licences sur Switch en fait. Et je le fais pas parce que je trouve que les jeux sont vraiment pas beaux, quoi. Et, Ah oui. donc ouais, franchement, c'est encore compliqué Nintendo sur ce genre de sujet-là, quoi. Oui, je pense que c'est stratégique de leur part que ça soit pas un jeu où ils se poussent à faire un bon jeu graphiquement, Mm. voilà, qui pousse la technologie. Moi, j'ai entendu dire sur Internet que, bon, après, c'est un argument comme un autre, mais qu'ils décident de pas faire un jeu qui soit graphiquement très poussé parce que à chaque fois, ils devront relever la barre. Et leur objectif, en fait, Mm. c'est de vendre chaque année. Mais bon, Ouais. à faire des jeux continuellement comme ça qui restent très 2010 et encore. Et encore, ouais, franchement, Et et encore. encore. Voilà, on se pose la question. Je pense qu'ils doivent quand même avoir une baisse de vente, euh, Mais le pire, globalement. c'est que je crois que même pas par rapport à la Switch 2, je crois que c'est pareil, la Switch 2, elle a fait le meilleur lancement depuis pas mal de temps. Donc c'est ça qui est dingue, c'est que malgré tout ça, ils ont quand même énormément de ventes. Je pense que le dernier Pokémon, il s'est vendu très très bien. Je pense que Metroid Prime, ça va se vendre, enfin ça va se vendre super bien parce que là en plus c'est quand même la suite de la licence, quoi. Donc franchement, je suis même pas sûr. Malheureusement, je suis pas sûr. En fait, Ouais, il y a une c'est ça. énorme. C'est un peu comme dans tout. Il y a toujours. Je pense que c'est une histoire de minorité silencieuse. T'as quand même des gens Oui. qui disent rien et qui voilà, qui achètent et puis voilà, hein. Et il y a ceux aussi qui trahissent un petit peu leurs paroles dans le groupe. Il y a ceux qui disent qu'ils les achèteront pas et bon, Mm, une fois que la console ou le jeu sort, c'est ça. bah, l'impulsion fait que Ouais, plus fort que leur raison. Donc, c'est clair, complètement. Je pense que moi d'ailleurs j'aurais pris la Switch 2 hein, s'il y avait un petit peu plus d'exclusivité, même en sachant que je me prends une carotte, je pense que j'aurais quand même pris parce que bah, c'est Nintendo, quoi. Tu dis oui, toujours c'est trop bien. je pense que tu as été influencé par la phase Mario Kart World, non? Ça te donnait Ouais, vachement envie ouais. durant cette Bah, période-là. oh,
Le problème, c'est que là, c'est que franchement, ça, avec Donkey Kong, c'est un peu les seuls arguments qui pourraient me faire aller vers la Switch, enfin la Switch 2, mais je pense que c'est vraiment pas suffisant, quoi. Ouais, Vraiment, je suis d'accord. je sais plus à combien elle est pricée maintenant. Je sais qu'elle est un peu descendue, mais c'est quand même, franchement, ça plus les jeux, surtout les jeux à 90 balles, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais. Même si c'est Nintendo, c'est chaud. Mais je Ok. pense pas que PlayStation fasse des prix qui soient réciproques, 80 Non, euros ou. c'est ça qui est dingue, c'est que même en fait au final Nintendo a surpassé les prix PlayStation qui étaient quand même déjà assez hauts. Hein. En règle générale, les AAA sur PlayStation ça va être, je crois à peu près 80 euros, un truc comme ça, 70-80. Ça monte jamais au-delà. Et Nintendo est arrivé avec Mario Kart, paf, 90 dès le début. Franchement, c'est historique hein, d'avoir fait ça. Souvent, on tombait sur des prix de ce genre pour genre des collectors, des trucs comme ça, quoi. Mais là, c'est chaud. Hein. Ah bah, à suivre tout ça. Peut-être qu'on parle, peut-être que Metroid Prime 4 sera vraiment la nouvelle référence de la machine, en tout cas pour la saga. À voir, mais bon, c'est vrai que ça reste quand même des pratiques toujours un peu compliquées. Ouais, complètement. On reste un peu toujours dans le sujet des jeux vidéo, puisque là, je voulais parler de la Xbox 360 qui fête ses 20 ans. Et je pense que c'était l'occasion aussi de parler de ce que fait Xbox de manière générale. Et du futur d'Xbox, surtout parce que je pense que c'est aussi très intéressant. Juste pour un petit rappel, voilà, moi c'est pareil, j'ai pas énormément joué à la 360, je l'ai vu un peu de loin. Je sais que en tout cas c'est une console qui a très très bien marché pour Xbox. Elle a été vendue à l'époque à plus de 85 millions d'unités et c'est la seule console de Xbox qui a pu réussir à rivaliser avec une console PlayStation, donc la PS3 à l'époque. La Xbox 360, c'est la console qui a lancé des jeux comme Halo 3, Gears of War, Forza Motorsport 3, Fable 2 notamment. Donc vraiment des titres qui ont été quand même bien appréciés. Comment on peut expliquer qu'elle a plutôt bien fonctionné ? Déjà parce qu'à l'époque, elle était beaucoup moins chère au lancement que la PS3, qui était quand même assez chère hein, pour l'époque. Et également le Xbox Live, qui avait vraiment bien fonctionné. Donc voilà, je trouve que c'est... aujourd'hui, on se rend compte, enfin je sais pas ce que t'en penses, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Xbox, bah, c'est plus que c'était. En termes de réussite en tout cas. On voit que les dernières Xbox ont clairement perdu la guerre des consoles. Hein. Je crois qu'on est à quelque chose comme 30 millions d'exemplaires vendus. Enfin, c'est rien à voir par rapport à ce qu'a fait la PS5. Donc voilà. Et même Xbox a complètement, on a l'impression, changé leur stratégie, c'est-à-dire qu'ils se focalisent même plus sur la vente hardware console fixe, mais se focalisent plus sur cette combinaison entre la console et puis cette formule Windows un peu PCisée, notamment avec leur ROG Xbox Ally. Ouais. Et leur ROG Xbox X, il me semble. Je sais plus c'est quoi le nom. nom. X, un truc comme ça, ouais, il me semble. Voilà, donc on voit qu'ils ont complètement pivoté leur stratégie. Ils ont en fait, ils sont complètement, on va dire, tiré une balle dans le pied pour leur console, indirectement, en sortant ces choses-là, puisque on voit que la stratégie, c'est plus maintenant de se focaliser sur tout ce qui est jeu PC et plus jeu console, maintenant. Ouais. Complètement. Et c'est ce qui va aller vraiment dans la même lignée probablement de la future Xbox qui va sortir. Je sais plus, il y a des noms de code qui tournent par rapport à cette console-là. Ce qu'on sait, c'est que globalement, ça va être une console Windows. Voilà, ça va être un hybride console PC. Donc vraiment, je pense que maintenant, Xbox veut réellement, Microsoft, Xbox veut vraiment devenir juste un éditeur de jeux. Éditer surtout les jeux au même endroit, c'est-à-dire faire des jeux uniquement pour PC et plus avoir ces problèmes de portage de console vers PC et se dire bah voilà, vous achetez les joueurs PC qui sont aujourd'hui quand même une énorme part enfin c'est vraiment le gagne-pain de Microsoft aujourd'hui, se dire on fait des jeux pour vous. S'il y a encore l'ancienne fanbase d'Xbox qui existe, bah, on vous fait quand même une console, mais ça reste quand même des jeux PC. Et puis derrière, voilà quoi, on lance le Game Pass, on pousse le Game Pass qui est quand même le succès phare de Xbox aujourd'hui. Et puis voilà, hein, franchement, le Game Pass, c'est devenu la référence en termes de jeux-service aujourd'hui, c'est dingue. Hein. Ah, complètement. Et puis à voir comment ils ont... alors ça fait un petit temps maintenant, mais qu'ils ont augmenté les prix, du coup, de leur palier de Xbox Game Pass. Ouais. Il y a une vague de personnes qui sont désabonnées, à mon avis. J'ai vu dans les commentaires, les gens, ils se disaient, c'est la fin, là. Là, j'étais encore pour Xbox, mais là, j'arrête mon abonnement, ça vaut même plus le coup. C'est ça. C'est assez compliqué. Ça.
Et puis même de manière générale, ça ouvre un débat que je trouve hyper intéressant aussi par rapport à ça, c'est que ils sont vraiment donc dans cette optique de jeu-service, mais derrière, tu perds complètement comment dire, l'idée de possession, en fait. T'as plus du tout l'idée de possession, et on se rend compte que bah voilà, ça a complètement shifté. À l'époque, vraiment, t'achetais une console, vraiment à l'ancienne, t'achetais tes jeux physiques, tu les possédais, t'étais content et tout. Aujourd'hui, c'est vraiment, tu payes 20 balles par mois, je crois que c'est un truc comme ça pour la version premium, et puis voilà, t'as juste un accès illimité à un certain catalogue de jeux, et c'est sûr que aujourd'hui, c'est devenu... bah, c'est vraiment complètement une nouvelle vision, quoi. Je trouve... je pense le plus intéressant, ça va être de voir où se place PlayStation là-dedans. Parce que je pense que Nintendo, ça va être en gros les derniers constructeurs de consoles vraiment à l'ancienne. Eux, ils vont rester dans ce truc-là de on fait une console, on a nos exclusivités, on a les cartouches, etc. Mais je pense que finalement, PlayStation va être un peu entre les deux. Xbox, voilà, ils ont pris leur voie. Je pense que ça va être intéressant de voir comment PlayStation réagit à ça, tu vois. Mais justement, à voir que Xbox sorte peu à peu du marché hardware et se focalise plus sur être éditeur tiers, notamment en sortant leur exclusivité sur PlayStation, notamment Horizon et Sea récemment of Thieves Halo. et Halo, Oui, ouais. Sea of Thieves. Donc là, on voit totalement qu'ils ont shifté. Ils sont passés et c'est là où ils se font le plus d'argent. De toute façon, en termes de revenus, c'est chez leur concurrent PlayStation. Mm. Donc, Clairement, ouais. donc on voit qu'ils pivotent tout doucement vers cette marché-là d'être éditeur tiers et plus hardware. Et justement, comment est-ce que ça va se passer par rapport à PlayStation, puisqu'on a vu quand même de leur côté, hein, il n'y a pas que Nintendo qui se positionne sur des prix assez ahurissants, mais PlayStation l'a aussi fait auparavant, notamment avec la PlayStation Pro à 800 €. Donc c'est là où on Complètement, ouais. voit l'impact du fait de la non-concurrence en fait sur le marché. Exactement, ouais. Et à voir par la suite en fait parce que à vrai dire, je pense que tu l'as entendu toi aussi Tristan, mais ça a l'air d'être leur dernier espoir, la prochaine console. Après ça, ils abandonnent totalement le hardware du côté Xbox, de ce que j'ai entendu. Ouais, ah ouais, ça, alors j'avais pas vu ça, Ouais. mais je trouve Non. que déjà, de manière globale, voir qu'ils sont clairement en train de vendre un PC, bon voilà, ça veut vraiment dire que pour moi, la Xbox qui va sortir ne sera pas une Xbox. Oui, Genre pour c'est vrai. moi, c'est Ouais, fini en c'est vrai. fait. Mhm. Je pense que voilà, la Xbox, voilà, ils vendent un PC consolisé. Voilà, Et ça rejoint totalement ce que tu disais dans ton premier épisode par rapport, on va peut-être pas revenir là-dessus, mais sur la Steam Machine, ouais, donc la nouvelle console Steam, ça vient rentrer en concurrence directe avec eux. Beaucoup de personnes vont se dire ça va être moins cher sur le long terme d'acheter des jeux Steam plutôt que Xbox. Donc comment est-ce qu'ils vont se faire pour se démarquer de tout ça et pour continuer à vendre? C'est ça que je me dis stratégiquement, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire c'est ça, c'est Microsoft. qu'en plus, même en proposant ce truc-là, ils arrivent sur ce marché-là, donc console, enfin PC consolisé, et au final, on se rend compte que bah ils sont vraiment, on leur a coupé l'herbe sous le pied, quoi. Donc c'est vrai que bah, je pense que même là, ils font une erreur en fait. Je pense que même là, ils font une erreur, et c'est étonnant qu'on soit en train de s'écarter tout doucement, genre du concept de on vend une console, on fait des exclusivités. Et c'est étonnant, quoi. Je trouve ça vraiment étonnant que. Et je pense que quand même la raison, c'est qu'aujourd'hui les jeux coûtent de plus en plus cher à produire, et que c'est beaucoup C'est trop vrai. risqué de produire des gros jeux qui pourraient faire un flop, et de les mettre en exclusivité, quoi. Et donc de se priver énormément d'un énorme marché, quoi. Donc je pense qu'en fait c'est juste la suite des choses. Je pense que plus tard, Xbox, on aura, honnêtement, hein, c'est mon avis, hein, je pense qu'on aura oublié le nom Xbox dans 10-15 ans, et que ça sera juste, bah voilà, ça sera juste les créations de Microsoft, quoi. Ce sera Microsoft Studio, ça sera juste un éditeur de plus, un gros éditeur, hein, mais je pense que ce sera un éditeur de plus parmi d'autres, et on se souviendra juste du Game Pass, quoi, qui sera vraiment la référence. Ouais. Je Ça reste pense, quand hein. même assez triste puisque historiquement, on a toujours vu PlayStation contre Xbox. Là, de Mm, voir tout doucement Xbox ne plus aller mal. Il y mm. en a, ça pourrait les arranger en fait du côté PlayStation en fait de remporter cette guerre, mais faut rappeler que derrière après, c'est nous qui sommes impactés, hein, nous les consommateurs directement, notamment avec les positionnements prix de la non-concurrence, comme on l'a évoqué. C'est ça, c'est Donc, ça.
Et en plus, on va en revenir aussi parce que c'est exactement le sujet, alors pas celui d'après, mais vraiment notre gros sujet, c'est justement la non-concurrence. Donc c'est marrant qu'on en parle encore aujourd'hui. Donc je voulais passer aussi on va en parler très peu parce que pour l'instant on n'a pas énormément d'infos, mais il faut savoir que ce podcast aussi, ça va énormément parler d'Apple. Je pense que s'il n'y a pas un seul moment où on parle pas d'Apple dans ce podcast, c'est que ça va pas, c'est que vraiment il y a rien à dire. Là on a quelques petites infos. Je pense une info qui est intéressante pour nous deux, hein, parce qu'on est plutôt fans de la marque. Donc Apple serait, on le sait depuis déjà pas mal de temps, serait en train de concevoir un iPhone pliant. Donc son nom, ça pourrait être l'iPhone Fold ou l'iPhone Ultra, on ne sait pas vraiment, hein, c'est des rumeurs. Donc à savoir que, grosso modo, c'est pareil, c'est des rumeurs. Hein. On savait que l'iPhone pliant pourrait sortir donc en 2028, parce que le problème, c'est que, vous savez, sur les écrans pliants du style Galaxy Fold, etc., on a cette petite pliure hein, qui est due forcément à l'écran qui se plie, et parce que c'est pas vraiment des écrans en verre, c'est des espèces d'écrans en plastique. Et donc ça visiblement, ça gêne Apple dans la conception de ce produit, parce qu'on sait que Apple, voilà, ils sont vachement dans les détails, en termes de design, etc. Et c'est pour ça donc qu'ils ont pris énormément de temps, mais la news dont je voulais parler, c'est qu'apparemment, ils ont trouvé une solution pour rendre cette pliure-là invisible. Voilà. Donc ça peut être intéressant, à savoir que l'écran est fabriqué par Samsung, historiquement c'est toujours le cas, mais la charnière qui fait la pliure, elle, est fabriquée par Apple. Voilà. Ok. Donc, apparemment, ils ont trouvé une solution. Actuellement, l'iPhone est en phase de pré-production, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire quelques appareils pour tester, pour voir s'il y a des choses à corriger. Mais voilà. Mais donc, le truc qui est fou, c'est quand même cet iPhone Fold, cet iPhone Ultra, il arriverait quand même plus de 8 ans après le Galaxy Z Fold. Donc là, aujourd'hui, on est au Galaxy Z Fold 7. Et ce dont je voulais savoir ton avis, surtout, c'était, est-ce que vraiment, aujourd'hui, il y a une utilité à ce genre de format ? Moi, j'en vois pas énormément dans la rue. Je vois tout le temps hein, les Galaxy Z Fold dans les Fnac, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un avenir pour ce genre de format, quoi ? Je sais pas ce que t'en penses. Moi, dans mon quotidien, non. Je dirais que non, puisque en fait, ça rajoute en UX, en UI, on est également dedans. En Ouais, fait, plus il y a de friction pour l'utilisateur, plus ça va être compliqué. On rajoute des étapes, donc on rajoute une étape supplémentaire, c'est de déplier le téléphone. Alors, il y a bien sûr des téléphones Samsung en fait où ils se déplient et ça fait une tablette, donc on n'a pas à déplier si on l'utilise comme un smartphone de base. Mais tout de même, cette épaisseur, cette couche d'épaisseur supplémentaire dans la poche, c'est, je trouve personnellement pas très agréable. Mm. Et je comprends en fait l'idée derrière en fait de la rendre assez nostalgique. Je comprends l'idée de faire référence au tout premier téléphone à clapper qu'on ouvrait, mais je pense pas que ça soit qu'il y ait réellement un intérêt en fait. C'est plus un gimmick, je trouve Mm. personnellement, qu'une utilité ou quelque chose qui résout un réel problème. En tout cas, à l'heure actuelle, ce que font les concurrences de la concurrence de cette technologie, je trouve aussi également que c'est assez gadget en fait. En gros, on va rajouter de la complexité dans la conception du produit, on va rajouter de la fragilité pour pas grand chose au final, parce que on se retrouve avec un téléphone qui est un peu qui est fait étrangement quoi, qui a pas l'air d'être très fiable. Et je trouve surtout, là c'est ça dont je voulais parler. Pour moi, le vrai enjeu de l'iPhone, cet iPhone Fold, ça va être vraiment l'utilisation logicielle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont trouver à faire au niveau applicatif pour vraiment que les gens se disent ah oui si ça vaut le coup quoi. Parce que là actuellement si on regarde un Galaxy Z Fold, on voit que quand on le plie, quand on le met en fait à 90 degrés, on va avoir la caméra qui va passer juste vers le haut et le bas, on peut appuyer sur un bouton. Enfin, franchement, je trouve que ça sert pas à grand chose, quoi. Donc, à voir si Apple, comme on les connaît bien, parce que c'est quand même avant tout aussi des constructeurs de logiciels, est-ce qu'ils vont réussir à faire un truc où tu vas te dire, ah ouais, si ça vaut le coup, quoi. Enfin, Ouais, oui, pour moi, c'est ça le vrai truc, quoi. ouais, c'est vrai qu'ils sont très reconnus pour tout ce qui est innovation un petit peu sur l'interface utilisateur, même Mm. sur l'expérience utilisateur, tellement que il y a pas mal de personnes qui les recopient derrière. On pense notamment à Huawei, des Complètement, ouais. fois, à d'autres marques notamment. Euh, mais oui, ça va être intéressant de savoir ce qu'ils vont faire avec. Après, quel est ton avis, toi, Tristan, par rapport justement à cette nouvelle Moi, je me dis toujours que ils vont pas faire les choses à moitié.
Voilà, je me dis, ils vont quand même sortir un truc où il va y avoir un intérêt, ou en tout cas, il va y avoir un effet waouh. Je pense. Hein. Ouais. Mais après, voilà, je sais que forcément, il va fonctionner parce que c'est un iPhone. En plus, surtout, s'ils mettent iPhone Ultra dans le nom, c'est sûr qu'il va y avoir genre les mecs les plus riches qui vont se dire, vas-y, on le prend. Mais après, voilà, à voir si c'est si ça va plus être une vitrine logicielle, un effet de mode, ou si vraiment c'est genre le futur des iPhones, quoi, et que dans 5 ans, on le verra même sur des modèles moins chers. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'attends de voir quand même ce qu'ils vont faire niveau logiciel, mais comme je te dis, pour moi, c'est le seul intérêt. Enfin, c'est le vrai taf à faire, quoi, aujourd'hui. C'est de trouver une fonction logicielle à ça, quoi. Comme tu le disais très bien, c'est vrai que ça rajoute une friction. Et aujourd'hui, on se rend pas compte parce que je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de fois qu'on sort notre téléphone pour regarder rapidement un truc. Là, faut vous dire qu'à chaque fois qu'on va sortir le téléphone, on va devoir voilà, vraiment comme à l'ancienne, quoi. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est plus un problème qu'autre chose. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je sais pas, t'as commencé à me poser ta question, j'ai pas entendu. Ça va me revenir, mais... Ça va te revenir quand on sera sur le prochain sujet. Ouais, hâte de voir ce que ça donnera pour cet iPhone pliant. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, on verra s'il y a quelque chose d'intéressant à proposer. Et donc, je voulais parler, on est à peu près à la moitié du podcast, je voulais parler donc du sujet principal qui est donc le rachat de Netflix, le rachat de la Warner par Netflix. Dans ce sens-là, c'est mieux. Donc vous le savez, hein, l'info est tombée vraiment, je crois que c'était milieu de semaine dernière, un truc comme ça, fin de semaine dernière. Donc on aurait le géant Netflix qui est actuellement en train de faire les démarches pour racheter Warner. Un rachat qui est actuellement en cours pour plus de 83 milliards de dollars. Voilà. Donc c'est quand même assez énorme, sachant que le dernier achat de ce genre avait été fait par la Fox. C'était le rachat de la Fox par Disney. Voilà, dans ce sens-là aussi, pour 71 milliards de dollars. Donc ça, c'était en 2019. Disney avait racheté la Fox et donc avait aspiré littéralement toutes les productions de la Fox, notamment les Simpsons, etc. Pourquoi c'est compliqué aujourd'hui ce rachat ? Parce que Netflix, on sait que c'est déjà vraiment le leader du monde du streaming. Aujourd'hui, si Netflix parvient bel et bien à racheter la Warner, on aurait donc dans le catalogue de Netflix toutes les productions Warner, c'est-à-dire Harry Potter, notamment Citizen Kane, Aquaman, voilà, c'est vraiment juste pour les citer. On aurait également aussi le catalogue HBO Max, donc ça c'est vraiment assez énorme parce qu'on voit qu'HBO Max en vrai c'est bien apposé sur la scène du streaming. Donc HBO Max, on a Game of Thrones, Euphoria, récemment Welcome to Derry, et j'en passe bien entendu plein d'autres. Donc voilà, je trouve que c'est quand même c'est assez dingue quand même d'avoir ça, sachant qu'aujourd'hui le rachat est quasiment officialisé, puisque si on ouvre l'application, je sais pas si tu l'as vu, mais sur l'application Netflix, quand tu cliques sur l'application Netflix, tu as un petit message qui te dit le catalogue HBO Max arrive bientôt chez Netflix, donc c'est quasiment officialisé. Ah, je ne l'ai pas eu, ce petit message encore. Tu l'as pas eu? Moi, je l'ai eu hier soir. Ouais, moi, je l'ai eu. Quand tu allumes ton truc, tu le vois. Ok. Et donc, voilà. Je sais pas ce que... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça assez ouf, quoi. Oui, c'est assez fou, surtout que quelqu'un a un petit peu montré un graphe de watch time. Et donc, on voit qu'au niveau du watch time, ça reste quand même largement YouTube qui reste devant en termes d'entertainment. Donc c'est eux qui restent les premiers, suite à qui on a Disney et Netflix. Ouais. Et en fait, on voit que si Netflix cumule le watch time avec la Warner, donc HBO, qui passe tout de suite premier en watch time, donc devant YouTube. Et juste avec un rachat, quoi. Juste avec un rachat, donc c'est vrai que ça fait poser pas mal de questions. On peut notamment penser à de la concurrence déloyale, même à un point. Puisque, comme tu l'as cité, il y a pas mal de licences qui sont rachetées derrière. Donc, puis pas des petites licences, vraiment des grosses licences quand même. Ouais. On est sur Harry Potter, c'est quand même pas mal. Game of Thrones aussi également, c'est quand même des complètement. Des gros points. Donc, à voir comment ça va se passer par la suite. Est-ce que les concurrents vont essayer de créer une union pour arrêter ce rachat? Comment est-ce que ça va se passer globalement? Je veux dire, dans l'industrie de l'entertainment, c'est un gros choc pour tout le monde. Ah là, c'est vraiment, ouais, c'est clair. Actuellement, de ce que j'ai vu, vraiment, Hollywood est en train de s'affoler, concrètement. Justement, on en parlait tout à l'heure par rapport à Avatar. Il y a James Cameron qui a déclaré ce serait un désastre si ça arrivait, voilà.
Et Ok. puis on a aussi, j'ai quelques petites citations comme ça. On a aussi donc Ted Sarandos, qui est le co-PDG de Netflix, qui a dit, et je trouve que c'est important avec les mots qu'il a utilisés en tout cas, il a déclaré: pour l'instant, vous pouvez compter sur le fait que tous les films prévus pour une sortie en salle par Warner Bros. Continueront d'être projetés dans les cinémas. C'est-à-dire qu'il a dit pour l'instant. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les films qui sont... Parce que Warner Bros, historiquement, c'était quand même plus des films. Tous les films qui sont produits par Warner Bros, pour l'instant, pourraient encore être projetés au cinéma. Ce qui veut dire que peut-être plus tard, les films seront directement sur Netflix, quoi. Ouais. Et c'est quand même assez dommage parce qu'on sait que Netflix ont pas trop l'habitude de sortir des films au cinéma, quoi. Ce qui est quand même pour moi, après Exactement. c'est mon avis, hein, quand même une des meilleures façons de voir des films, quoi. Exactement, en fait, c'est une politique qui est totalement différente. Netflix, c'est plus, le Netflix and chill comme on connaît, le Netflix and Ouais, chill à la maison, ouais, regarder des films et des séries, depuis son canapé ou depuis sa chambre. Donc c'est vrai que c'est totalement contraire à la pratique de Warner qui préfère mettre en avant ses films au cinéma, puis par la suite sortir sur leur plateforme, HBO Max. Donc ouais, ça fait poser pas mal de questions, ouais. là-dessus. Comment est-ce que ça va se passer à la suite? Est-ce qu'il va y avoir un accord? Ou très récemment aussi, t'as vu aujourd'hui la nouvelle? Ouais, et exactement, ouais, j'ai vu que donc Ouais. apparemment Donald Trump va s'en mêler. Il a actuellement reçu le co-directeur général, donc comme je disais, Ted Sarandos, et donc apparemment il s'est entretenu avec lui par rapport à ça. De toute façon, il faut savoir que ce genre de rachat, c'est toujours énormément étudié. On avait vu, nous on est dans le monde du design. Pendant un temps, il était question que Adobe, par exemple, rachète Figma. Au final, ça s'est pas fait. Donc, il y a un monde où ça n'arrive pas parce que justement, Netflix serait énorme, enfin, deviendrait trop gros, quoi. Comme je dis, hein, tout ça, ça va être de toute façon analysé par les autorités de régulation. Et puis on verra si ça sera fait ou non, si c'est fait, sous quelles conditions ça sera fait, etc. Mmh. Sachant également, et ça c'est aussi un sujet qui revient souvent sur la table, on imagine aussi que si Netflix rachète toute la Warner et HBO, on aurait bien entendu une augmentation du prix Oui, mensuel. ça c'est Hein. sûr. Oui, Ça bien c'est sûr entendu, et certain. Hein. Puisque bien Netflix, ils sont entendu. vraiment près de leurs sous, ils veulent avant tout se faire de l'argent. On sait que déjà leur stratégie, ça a été d'arriver avec des prix très agressifs pour disrupter complètement le marché du streaming, attendre d'avoir une énorme base de consommateurs, et ensuite tout doucement d'augmenter leur prix. Je crois qu'en France, en tout cas, c'était quasiment tous les ans, on avait une augmentation de 2 euros, quoi. Donc, Ouais, c'était par la pression des investisseurs, c'est ça? ouais, ouais, complètement, ouais. Donc, là, voilà, hein, je pense qu'on va pas y échapper, hein, si ça se fait, en tout cas. Personnellement, moi, mon avis, je peux pas prédire le futur, je sais pas du tout. Ça me paraît un peu gros, hein, personnellement. J'ai l'impression quand même que ça va être assez chaud. Pour moi, ça me paraît même presque impossible, quoi, parce que vraiment, ça va vraiment devenir un mastodonte, quoi. Et je suis aussi personnellement un peu triste pour une raison, c'est que d'après moi, je suis un gros consommateur d'Apple TV, hein, évidemment, puisque je suis un Apple fanzouz, et je trouve que HBO, en termes de qualité, se rapprochait aussi beaucoup des productions de Apple TV. Enfin, les deux, en fait, sont quand même plutôt très qualitatives en termes de contenu, contrairement à Netflix. Après, ça reste encore une fois un avis, hein, mais je trouve que les séries Netflix, à part quelques-unes, sont quand même beaucoup là pour remplir le catalogue. Je suis Et d'accord. on peut se dire que, voilà, peut-être que demain, il y aura... on va aspirer énormément de séries qui étaient de qualité sur HBO, qui vont devenir complètement Netflixisées, cheapisées, quoi, on va dire. Donc voilà. Personnellement, c'est mon Ouais. avis. Ouais, je suis totalement d'accord. Après, on peut transposer ça aussi dans l'industrie du gaming, avec ce gros rachat, qu'il y a eu, il y a 1 an, il me semble, avec, Blizzard qui rachetait Activision. Ouais, complètement, ouais. Ça a été pendant un temps, stoppé. Là, je veux dire, ça peut être régulé tout de suite, mais ça peut ne pas être impossible que le rachat se fasse, Ouais, dans tous les à cas, la c'est fin. ça le truc. Hein. C'est vraiment, ça va dépendre de ces autorités de régulation qui vont vraiment faire le pour et le contre sur si ça vaut le coup ou pas. Et si ça se fait, dans quelles conditions? Est-ce que ça va être tout le catalogue de la Warner? Est-ce que ça va être une partie? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent des séries, en fait, en gros? Est-ce qu'ils vont pouvoir les réadapter? Ou alors est-ce qu'ils vont avoir un cahier des charges à remplir pour vraiment assurer la suite de la série? Voilà, vraiment, ce sera à voir. Ouais, ouais, non, c'est sûr, ça fait poser pas mal de questions, hein, c'est sûr. Voilà, donc en tout cas, tout ça, ce sera à suivre.
Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je sais pas si t'avais des choses à rajouter. On est à Non, 42 ça m'est minutes. pas revenu pour le coup, pour le téléphone là. Ah, merde, t'avais une question, mais la question sera peut-être retrouvée dans l'épisode 2, Oui, dans l'épisode peut-être 3, même si on dans l'épisode compte 3, cet tout à fait. épisode-là. En tout cas, voilà pour ce qui est des actualités qui étaient pour moi intéressantes à traiter. On aurait pu parler encore d'autres sujets. J'en avais en tête tout à l'heure. Je me suis dit, purée, c'est peut-être dommage de. Oui, à la limite, on aurait pu parler aussi, mais je sais pas si t'étais sur cette info. C'était aussi par rapport à Apple. Il y a en gros, alors je sais, c'est l'info à moitié, tu sais. Je sais qu'il y a quelqu'un chargé du design qui est parti de chez Apple. C'était un. Ouais, c'est ça exactement, c'est Steve Jobs. Il est parti, il a quitté. Non, mais il y a genre une grande figure du design chez Apple là qui a quitté pour rejoindre Meta. Donc voilà, c'était. D'accord. Je sais que c'était aussi une. J'ai C'est le pas- mec qui a présenté tu sais, le Liquid Glass. Ah, ok, ok. Tu sais, le mec Donc avec lui les est grosses parti lunettes là. chez... Ok, donc lui est parti chez Meta, Ouais, il est la parti chez Meta, concurrence. ouais. C'est ça exactement. Donc bon, apparemment, il y a des gens qui disaient que c'était une bonne nouvelle puisqu'on a vu ce que ça avait donné avec le Liquid Glass. Mais Ah, bah voilà, c'était ça dont je voulais te parler tout à l'heure. ah, pas Je mal. voulais demander ton avis par rapport au liquid glass, justement. Ah ouais, Puisqu'on moi, faisait le parallèle avec le... Tu disais justement auparavant que, bah, généralement, Apple ne fait pas les choses pour rien. ouais. Donc, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Parce que ça Ouais, allait... vas-y, en vrai, on en parle, on est là pour ça. De toute façon, c'est les infos en décousu hein, sur ce podcast. Non, mais après le Liquid Glass, que dire à part, je trouve aussi que justement, on est un peu dans un gimmick graphique. Après, il y a des gens qui l'ont justifié. Je sais pas si t'avais regardé les vidéos de Léo Duff, par exemple, qui justifient souvent ce que fait Apple. Pour moi, c'est une prouesse en termes de design. Je trouve ça joli dans l'idée. Après, est-ce que vraiment c'était nécessaire ? Il y a des gens qui vont dire que justement c'était pour unifier, pour préparer le monde en fait à la VR, même à l'AR. Mais est-ce que vraiment c'était obligatoire ? Je sais pas toi en tout cas, mais moi je me suis vachement habitué au Liquid Glass. Donc aujourd'hui ça me dérange pas plus que ça. Je sais qu'il y a quand même ça a quand même posé des problèmes en termes de lisibilité. Personnellement ça va. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez touchy. On a vu là récemment qu'Apple a un peu tweaké le Liquid Glass pour le rendre plus ou moins transparent, etc. Donc c'est aussi un peu un aveu d'échec, hein, ce truc-là. Pour moi, ça reste quand même risqué parce que c'est quand même très graphique et donc forcément ça va être soumis à la tendance. Je pense que dans 10 ans, on regardera ça et on se dira putain, c'était vraiment pas ouf. Mais bon. C'est mon avis en tout cas, je sais pas ce que toi t'en penses, je crois qu'on en a quasiment pas trop parlé de ce Non, on sujet-là. en a pas du tout parlé. Alors moi, mon avis là-dessus, c'est que je vois l'idée, comme tu disais, en fait, d'unifier tout le design system de chez Apple. Je vois aussi l'idée que fait Apple derrière ça, c'est que, en fait, aujourd'hui, on est sur une limite. Avant, c'était de gagner de l'espace sur les bordures de téléphone pour qu'on ait un maximum, un plein vue sans avoir de bordure à la fin. Et en fait, je pense qu'on arrive à un point, en fait, on peut plus faire ça. On arrive vraiment à une limite où on n'a plus de bordure du tout. Et donc, l'écran est totalement plein, prend tout le devant du téléphone. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour donner une illusion, en fait, que le téléphone est, l'écran du téléphone est encore plus grand. Et donc, le liquid glass, à mon avis, est là pour ça, en fait, c'est pour donner l'impression aux gens que l'écran est beaucoup plus grand, en fait, en donnant des interfaces beaucoup plus transparentes, etc. Alors j'en ai entendu pas mal dire que c'est plus, comme tu disais, du liquid glass, mais du frosted glass maintenant. Ouais. Donc c'est assez drôle. Mais ça me déplaît pas non plus au niveau du design. Je me suis vachement habitué à ça. Il y a pas mal de concurrents qui ont par ailleurs copié l'interface. Donc ça veut dire que c'est pas une mauvaise idée en soi. Par contre, derrière, ça vient avec aussi ses défauts, c'est-à-dire la lisibilité, etc. Et notamment, le problème de batterie, qui était déjà un gros Pas problème ouf. chez Apple. Donc ça vient encore beaucoup plus empiéter sur la batterie, donc l'autonomie du téléphone, qui était déjà un très gros problème chez Apple. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est sûr. Après, je pense que c'est un peu, tu vois, encore une fois, comme on en parlait, je pense que, encore une fois, la majorité des gens s'en foutent. Vraiment, la client base, encore une fois, d'Apple, vont même pas capter. Déjà, ils vont faire la mise à jour dans je sais pas combien de mois. Quand ça arrivera, ils vont se dire, tiens, c'est bizarre.
Moi, je sais que voilà, ma copine, elle a pas capté le changement, elle a quasiment pas vu Oui, la c'est différence. vrai Tu vois. que nous, on pense pas en fait, on reste cantonné dans notre vision un petit peu de UI/UX designer. Et Ouais, puis c'est vrai que pour les gens lambda, ça reste juste une mise à jour pour faire une mise à jour, c'est ça, ouais, globalement. c'est ça. Globalement, c'est ça. Même Apple, en fait, est un peu un gros techos. Ils sont là, ils te parlent du truc en mode regardez, c'est trop beau, c'est un petit peu transparent, mais vraiment, la plupart des gens s'en foutent, en fait. Tant que, à la limite, moi, j'avais un peu peur parce que j'ai mis à jour les appareils de mes grands-parents qui commencent à voir pas très bien. Et je me Ah, disais, peut-être qu'eux, ils vont avoir du mal à lire et toutes les notifications. Parce que je pense, à la limite, ce qui est le plus loupé pour moi, hein, c'est les notifications sur l'iPhone. d'accord. Parce que les notifications sur le Mac sont quasiment les mêmes. Mais sur l'iPhone, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Et j'avais assez peur de ça en faisant la mise à jour sur l'appareil de mes grands-parents. Et au final, bah ça va. Donc voilà. Que dire si ce n'est que c'est pour moi c'est encore une fois une preuve de design. Ça c'est sûr qu'on peut jamais leur enlever. Comme ce qu'ils avaient fait avec la Dynamic Island, qui était quand même aussi vraiment une bonne idée. Là pour le coup, je pense que c'était quand même une très bonne idée même. Ah oui, C'était non, complètement. ouais, En fait, Apple a toujours été connu pour aller à l'inverse de ses concurrents, là où les concurrents essayaient de cacher la caméra, eux, ils mm, l'ont assumé totalement et c'est ont ça, créé une fonctionnalité à partir de ça, donc c'est ça. Ouais. GG à eux. Ouais, bravo à vous. Vous êtes des centaines à bosser là-dessus. C'est très bien. Donc ouais. Bon, voilà. Pour moi, c'est plutôt un non-sujet. Si je devais dire, c'est voilà, ça nous intéresse nous parce qu'on est des designers, mais sinon c'est pas très Ouais, important quoi. ça reste gimmick. Voilà, Gadget. exactement. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a terminé. Je te remercie Daniel hein, d'avoir participé à ce podcast. J'espère, enfin je le sais que on se retrouvera normalement la semaine prochaine si tout va bien. On va vraiment Ouais, essayer de se donner un rendez-vous à date fixe, à heure fixe. Bon, peut-être pas heure fixe, mais en tout cas date fixe. Date fixe. Je vous dis à très bientôt. Mais comme je l'ai dit, n'hésitez surtout pas à mettre des petits commentaires, à mettre des notes. Ça va nous aider dans l'algorithme à remonter un petit peu. Sachant qu'en termes de podcast tech, il y a encore de quoi se faire une place pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. à Ciao. très bientôt. Merci encore, Tristan. Merci à toi.